C'est pas une question de principe, c'est une question d'argent. Le jour où je peux vous construire une copie correcte d'un cheval de course pour 10 000 $, je saurai qu'on est en pleine crise. Mike Doll, assistant en chef de la division technique du département des accessoires de United Pictures, s'effondra tristement derrière son bureau en regardant Gadget. D'habitude, ils étaient copains, mais là, ils se trouvaient dans une impasse. Gadget, on te paye 2 000 $ par semaine pour être un génie de la construction. Regarde ce que tu as fait par le passé. Et maintenant, tu rechignes pour faire un ridicule petit cheval mécanique. Gadget fouilla dans la poche de sa veste de sport à 90 $, en sortit un étui à cigarettes en platine qui en valait 1000 et proposa à Mike une de ces cigarettes faites sur commande. Comme Mike n'en voulait pas, il s'en alluma une avec un briquet en diamant, qu'il fuma d'un air pensif. Gadget était svelte, rouquin, il avait le nez retroussé et il était irlandais. À ce moment précis, il essayait d'avoir l'air franc, mais malgré tout, il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à cacher. C'était un homme qui abritait un énorme secret. Quand on l'avait baptisé, il s'appelait George Carlton O'Dowd. Il avait suffisamment de diplômes universitaires pour tapisser un grand bureau sans problème. Il aurait pu diriger n'importe quelle organisation de recherche de pointe, mais au lieu de ça, il était responsable des effets spéciaux chez United Pictures. Et la raison en était hautement confidentielle et exigeait beaucoup d'argent. Établir ce budget, ça va me ruiner. On en arrive au point où on ne peut pas gagner un seul dollar de façon malhonnête, à moins d'être un cousin germain du président de cette entreprise. Je ne peux pas fabriquer un cheval qui va faire ce que tu veux, à moins que tu n'augmentes le budget. Et je n'y reviendrai pas. Mike Doll se leva, puis se rassit sur le bord de son bureau. Il était sérieux et persuasif. Maintenant, écoute Gadget, ne sois pas sans cœur. Je n'y peux rien à ce que ces hommes haut placés essayent de faire. Ils me donnent le travail et me disent ce que je suis censé faire. C'est tout. Regarde dans quelle situation on est. Ici, le script dit que Miss Morris doit partir au galop sur un cheval en s'enfuyant d'une grange en feu. En passant au travers des portes, elle doit échapper à Peter Butler, qui a encerclé l'endroit avec ses hommes tous armés. Maintenant, Gadget, tu sais très bien que la Société protectrice des animaux ne nous laissera pas utiliser un vrai cheval. Et il faut que cette scène soit super, avec plein de flammes et le toit qui s'écroule dès que le cascadeur est sorti de là. Donc, il faut tout simplement que tu nous fournisses un bon cheval. Mais si le gars n'arrive pas à enfoncer les portes, que le toit s'écroule et que le cheval soit un vrai cheval, la SPA nous tomberait dessus à bras raccourcis. Tu sais ce qui est arrivé pour Diana and the Devil ? Non, quoi ? Eh bien, le petit chien qu'ils ont utilisé, qui était censé sauver l'enfant tombé dans la mare au canard, est mort d'une pneumonie. Et la SPA a fait en sorte que toutes les associations de dames du pays fassent interdire le film. Ça a dû nous coûter 1,5 million. Gadget, il faut que tu nous fasses ce cheval. Si les gars de Wall Street là-haut font attraper une pneumonie à un chien et perdent 1,5 million, c'est leur affaire. Moi, il faut que je pense à mes frais généraux. Et il faut que tu penses à ta vieillesse. Je vais te dire ce que je vais faire. Je suis ton ami. Je vais appeler McDonnell pour voir s'il peut étirer ce budget jusqu'à 15 000. Gadget attendit pendant que Mike demandait à sa secrétaire de faire passer l'appel. McDonnell était chez le coiffeur du studio et cela prit 2 à 3 minutes pour le joindre. Gadget s'agitait pendant que Mike parlait. Mais vous savez comment c'est, je vous assure, monsieur McDonnell. Même la viande de cheval est plus chère. Le gars qui s'occupe des effets spéciaux est ici et il me dit qu'on ne peut pas le faire à moins de 20 000 balles. Puis il y eut de longs silences entrecoupés par quelques grognements de Mike. De temps en temps, il faisait des clins d'œil à Gadget. Très bien, si c'est tout ce que vous donnerez, c'est tout ce que vous donnerez. Je sais que vous aussi, vous avez des gens sur le dos. Très bien, monsieur McDonnell. Eh oui, c'est ça le milieu du cinéma. Au revoir, monsieur. Mike raccrocha et se tourna vers Gadget. Je l'ai fait monter à 18 000 $. Si tu ne peux pas le faire avec ça, il faudra qu'on mette des cascadeurs dans une peau de cheval. Gadget jeta soudain sa cigarette d'un air décidé. Maintenant, il était léger et joyeux. Il s'était pas attendu à plus de 15 000 $. Et il avait déjà en tête des plans de ce qu'il ferait pour ce cheval.
Il tapota amicalement l'épaule de Mike et il sortit. En passant devant les secrétaires, il leur fit des clins d'œil coquins et dès qu'il fut au dehors sous le soleil, il se mit à siffloter. Les mains enfoncées dans ses poches, Gadget marcha d'un pas nonchalant jusqu'au portail. Il s'écartait un peu de son chemin pour cueillir un œillet au jardin du plateau numéro 6 du film Le Boucanier, quand il entendit quelqu'un appeler son nom avec insistance derrière lui. Il se retourna et vit que c'était Mike, qu'il poursuivait. Il ferma tristement les registres de dépenses qu'il avait en tête. Une minute. Gadget, on dirait que McDonnell s'est fait bousculer chez le boss. Il a rappelé pour dire qu'il faut qu'on mette un comptable avec vous sur ce boulot. Un comptable ? J'y peux rien, les choses deviennent plus dures partout. Eh ben, c'est ça le cinéma. À plus tard, Mike. Et il repartit vers le portail. Il avait oublié l'œillet et sa morosité obscurcissait le soleil. Tony, son jardinier, intendant et chauffeur, était un petit homme à visage de belette qui incarnait parfois des gangsters quand le service central du casting le localisait dans ses énormes fichiers. Il sortit pour lui ouvrir la portière. Qu'est-ce qu'il y a, Gadget ? Il y a un comptable qui va venir nous brandir une matraque au-dessus de la tête. Ne gaspillez pas autant d'encre. Vous avez déjà utilisé tous les tournevis qui vous étaient alloués pour mardi. Au lieu de 3 gouttes d'huile pour la machine, je suis sûr que 2 gouttes suffiraient. Quelle déprime. C'est ça le cinéma. Ça pourrait être pire. Et il envoya la décapotable sport de l'autre côté du portail, tel un bolide. J'ai misé 2 balles sur Romy Baby dans la 5e à Santa Anita. Ne parle pas de chevaux. Et il se renfonça pour regarder les bords du col de Cahuenga qui défilaient sur les côtés. On ne permettait plus à Gadget d'avoir son propre laboratoire sur les terrains du studio à cause de 2 explosions qui avaient, le réprimandait-on, menacé les vies et les biens de United Pictures. Sans parler du fait que la dernière explosion avait dégommé la perruque d'un producteur à un moment tout ce qu'il y avait d'inopportun. On lui avait acheté une parcelle de terrain un peu plus loin, d'après la théorie selon laquelle les gens qui y habitaient n'avaient pas d'importance et que c'était mieux d'avoir quelques collines entre le responsable des effets spéciaux et le domaine des studios. La décapotable filait sur le boulevard Ventura et fit quelques embardées jusqu'à la route privée qui menait au domaine personnel de Gadget. Elle s'arrêta devant la porte dans un grand crissement et le vieil Angus, avec son tablier de forgeron, sa moustache à la gauloise tachée par le tabac et sa casquette publicitaire, était là, tout oui, pour entendre les nouvelles. Angus et Tony composaient la famille de Gadget. Angus était un maître mécanicien d'origine écossaise qui, tout à fait contre son gré, avait fait l'objet d'une rééducation sous l'ingénieur Gadget O'Dowd. En retour, Angus s'était aussi considérablement éduqué lui-même. Il était capable de construire n'importe quoi, d'une montre bracelet pour dame jusqu'à une bombe atomique, pourvu que Gadget lui en donne les grandes lignes. Je suppose que c'est encore raté. Que non. Ils sont montés jusqu'à 18 000. Ah ouais ? Mais je suppose qu'il y a des conditions avec. Oui, il y en a. Il faut qu'on ait un comptable. Un comptable ? Tu veux dire qu'il va falloir répondre de chaque petit bout de métal, prendre des raccourcis et économiser des bouts de ficelle ? J'en ai bien peur. Mais ça vaut pas la peine. Petit gars, avec tout ça, mais comment on va pouvoir construire la nouvelle aile pour la boutique ? Tous 3 regardèrent la basse structure pleine de méandres. Elle était peinte en blanc et avait des jardinières. Elle semblait aussi innocente qu'un cottage entouré de roses. Mais ce laboratoire s'enfonçait en fait sous les collines d'Hollywood, sur au moins 200 mètres. Toutes ces pièces et ces salles étaient équipées d'un tas de bric-à-brac scientifiques. L'aile gauche en projet était une vaste prolongation qui irait à une profondeur suffisante pour permettre des expériences au rayon gamma. Ça coûte de l'argent de creuser la roche, et encore plus lorsque ça doit ensuite être renforcé contre les éventuels tremblements de terre. Et il comptait sur le boulot actuel pour terminer cette galerie. Rentrons boire un verre. Ils se dirigèrent tristement vers la pièce principale, qui était un mélange de bar, de musée et de salon. Tony mixa 3 milkshakes, car les bouteilles d'alcool qui se trouvaient sur les étagères étaient d'un commun accord uniquement destinées aux visiteurs. Je sais qu'il a essayé.
Je m'attendais pas à plus. Alors, chef, c'est quoi la première tâche de ce dur labeur? Bon, ça va être un cheval. Dans ses yeux passa quelque chose comme de l'inspiration. Il parut plus grand. Ses cheveux roux se mirent à briller. Ça va être un cheval qui va galoper, s'échapper, bousiller une porte et être vachement inifugé. Je crois qu'on ferait mieux de commencer avec une peau. Maintenant, il était pensif. Tel un artiste en train de concevoir un grand chef-d'œuvre, il oublia les soucis financiers et son projet personnel, emporté qu'il était par la joie de la création pure. Je vais m'occuper de la structure du squelette dès que je peux me mettre à la table à dessin. Quelque part par là, il y a une planche du squelette d'un cheval. Et je vais me servir de ce moteur à batterie alpha qu'on a construit pour la fiancée de Frankenstein. Mais le truc, c'est qu'il faut que ça ait l'air d'un vrai. Et ça doit tout faire comme un vrai. Il faut que ce soit une œuvre d'art. Angus, la première chose à faire est de trouver une peau de cheval. Je vais l'inifuger. Mais, trouve-moi une peau. Et qui est-ce qui va inifuger le cascadeur? Il n'y a pas de société protectrice des cascadeurs. Allez Angus, va me chercher un cheval. Et on peut pas le tuer. Il n'y a pas de différence entre en tuer un et en brûler un autre. Bon, arrête de m'embêter avec des détails sans importance. Je réfléchis. Va-t'en me trouver une belle peau de cheval, avec la tête, les oreilles et tout. Pour les yeux, on pourra se servir de ce radar pour aveugles. Celui du film Le Retour de la chauve-souris. Bon, voyons. Angus suspendit son tablier de cuir derrière le bar, enleva sa casquette publicitaire et enfila une vieille veste de tweed. Et combien je peux dépenser, petit? Vole-la si possible. Quand ce comptable va arriver, on lui dira... Derrière eux, ils entendirent une voix tranquille. Vous lui direz quoi? Se tournant brutalement, ils se retrouvèrent face à une fille qui aurait pu être la doublure de l'actrice Eddie Lamar. Elle était tout aussi très joliment habillée et coiffée. Son allure avait tout ce qu'Hollywood pouvait imaginer de charme et de féminité. Mais en dehors de ça, une précision sinistre émanait de quelque chose qu'on ne voyait pas. Et Gadget, au premier coup d'œil, estima qu'elle était aussi sympathique que l'un de ses effets spéciaux pour le film Le Cavalier Fantôme. Je suis Miss Franklin, du bureau principal. C'était une plaisanterie. J'en suis certaine. Tout au moins je l'espère, monsieur O'Dowd. J'ai examiné vos budgets et vos diverses dépenses. Au bureau, on m'a recommandé de faire très attention. Un milkshake? La malhonnêteté est une chose que je ne peux pas tolérer. Mademoiselle, il n'y a pas un poil de malhonnêteté chez ce garçon. Eh bien, pour quelqu'un qui gagne déjà 2000 $ par semaine, ça me paraît normal. Miss, je crois que Ce qu'il s'apprêtait à dire fut noyé dans un claquement et un vrombissement venu du fin fond de la pièce. Derrière le bar, Tony avait activé la télécommande du dieu Moloch dont on s'était servi pour le film La Tribu perdue, lequel commença à avancer, 1 mètre de flamme sortant de sa gueule, le tout dans un bruit d'os qu'on écrase. Il tendit les bras vers Miss Franklin. Toute femme normale se serait immédiatement évanouie, comme elles le font de toute éternité. Mais pas Miss Franklin. Elle donna une solide claque sur la mâchoire de Moloch et le fit asseoir, provoquant le bruit assourdissant des morceaux qui s'entrechoquaient. C'était très efficace à l'écran, mais je trouve un peu puéril de votre part de le garder ici. Puis-je savoir où est mon bureau? Frappé de mutisme, Gadget l'escorta et la fit passer dans un cabinet tout de chrome et d'acajou où il recevait les ingénieurs qui lui rendaient visite. Il la laissa étaler ses livres de comptes et ses crayons sur le bureau. Il remarqua qu'elle faisait tout d'une manière si précise que c'en était dégoûtant. Maintenant, il lui serait impossible de faire quelque progrès que ce soit avec le tunnel vers la salle des rayons gamma. Dans son propre bureau, Gadget regardait sans les voir les rangées de pin-up que son muraliste avait dessinées exprès pour lui. Il ne se rendit même pas compte que Tony lui enlevait son blouson et lui faisait enfiler sa veste de travail turquoise. Il s'écroula à sa table à dessin et prit son crayon. Bon, il y a d'autres métiers. Pas dès qu'il paye 2000 par semaine. T'es pas obligé de continuer le projet. Gadget le regarda, frappé qu'il était tout à coup. Tony se recula, se rendant compte de son hérésie. Excuse-moi, je sais ce que nous avons à faire. Je plaisantais, chef. Gadget lui jeta un autre regard, puis regarda sa table à dessin.
Tony ne fit pas d'autres commentaires. Et en fait, c'était complètement hors la loi de mentionner ce sujet ici. Tout ce dur labeur, cette sueur, ainsi que cette chasse au dollar était une autoroute vers un projet aussi hardi et vaillant que l'humanité pouvait en concevoir. Tous les trois, de toute leur âme et de tout leur porte-monnaie, étaient dévoués à un projet qui aurait donné le vertige à Samuel Goldwyn lui-même. Non, il n'allait pas produire un film d'épopée super colossal. Non, il n'allait pas renverser la société United Pictures. Il n'allait pas élire un président. Non, leurs rêves n'avaient pas ce genre de limite. Gadget et compagnie allaient se rendre sur la Lune. Et après ça, sur Mars. Et ensuite, les étoiles. Les vraies étoiles, pas les starlettes. Dans le labyrinthe qu'était cet atelier, tissé dans tous leurs plans, transpirant dans tous leurs projets, il y avait le nez du Voyageur 1, un vaisseau spatial destiné à entrer dans l'histoire. Ce n'était pas un job de chercheur à dessous dans le genre de chef d'un grand laboratoire. Pas un petit boulot comme général de l'armée ou de la marine. Pas un mini-job comme président des États-Unis ou boss des Nations Unies. Cet Irlandais avait des plans légèrement plus grands. Il avait l'intention de faire un voyage d'essai autour de la Lune, puis la balade complète jusqu'à Mars. Ensuite de quoi il passerait le mur de la lumière pour aller là-bas où se trouvent les planètes à taille humaine. Chaque sou qu'il pouvait mendier, fabriquer ou même gagner était lié au Voyageur 1. Chacune de ces expérimentations était orientée vers une amélioration à apporter à ce vaisseau. Certaines de ses parties se trouvaient ici et là, au long de ses laboratoires, et son design entier, qui subissait des modifications continuelles, était sous la bonne garde dans un coffre-fort que même le FBI au grand complet n'aurait pu craquer. C'était le secret de Gadget O'Dawn, et c'était le plan auquel sa famille était vouée jusqu'à la mort. Top secret. Tony sortit sur la pointe des pieds, car il savait qu'il n'avait pas intérêt à ajouter quoi que ce soit. Il écouta à la porte, et au bout d'un moment, entendit le stylo à 60 cents que Gadget qui grattait les croquis du cheval sur le papier. Tony se retira. L'après-midi suivant, un incident se produisit qui fit sonner l'alarme générale suffisamment fort pour que Gadget et Tony quittent leur déjeuner rapide. Ils se précipitèrent dans la première pièce de l'atelier où on créait d'ordinaire les effets spéciaux électriques. Et tous deux se figèrent dans une vision des plus étranges. Miss Franklin, qui d'après ce que Gadget avait compris, n'avait pas de prénom, se trouvait là. Elle portait une adorable robe de jour et une incroyable paire de lunettes à monture d'écaille perchée sur son nez plein de taches. Elle tenait son crayon en équilibre au-dessus d'un bloc-notes. En face d'elle, il y avait Angus, à moitié enseveli dans une peau de cheval qu'il essayait de faire passer par la porte. Angus, rassuré, vit que des renforts étaient en train d'approcher par l'autre entrée. Gadget, elle est en train de faire un inventaire. S'il avait raconté à Gadget et Tony que Miss Franklin avait été surprise en train de démembrer un nouveau-né, ils n'auraient pas été plus choqués. Gadget lança un regard furieux. Miss Franklin, je crois que vous allez un peu trop loin. Après tout, vous pouvez trouver un inventaire complet dans mon bureau. Je suis sûr que tout ce qui appartient à United Pictures y figure. Ce manque de confiance est désolant. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez nous supposer négligents au point de ne pas mentionner des objets importants sur cet inventaire. Et ces salles ne sont pas un endroit adéquat pour une dame. L'équipement que vous êtes en train d'examiner faisait partie de la scène de mort dans le film Le Docteur Fou. Il est prévu pour faire passer 100 000 volts entre ces deux électrodes. Toute personne qui entre ici est susceptible de se blesser. Et alors, qu'est-ce que j'expliquerai au studio ? Je vous jure, Miss Franklin, que dans notre inventaire, vous trouverez... Monsieur O'Dowd, La voix de Miss Franklin coupa dans son discours comme une stalactite acérée. j'ai déjà trouvé 25 transformateurs, 17 condensateurs, une chose étiquetée pile alpha et 9 tubes à rayons cathodiques qui ne sont pas sur votre soi-disant inventaire. Je suppose que vous pouvez en rendre compte de façon satisfaisante. Ils font partie de mon équipement personnel que j'ai prêté gratuitement à United Pictures. Je n'en ai pas dit un mot. Monsieur O'Dowd, vous savez pertinemment que nous avons des règles qui interdisent que des biens personnels soient présents dans un laboratoire technique de nos studios.
Ils doivent être enregistrés par le studio. Sinon, comment quiconque pourrait s'y retrouver? Si vous avez fait preuve d'une telle négligence dans l'enregistrement de vos biens personnels et de votre comptabilité, je ne peux que supposer qu'il existe d'autres irrégularités. J'ai bien peur de devoir me livrer à un inventaire général de tout ce qu'il y a ici. Gadget semblait au bord de perdre connaissance, comme le faisaient les actrices du cinéma muet. Et mes outils à moi? Mais je pourrais pas travailler sans. Il y en a tellement que ça prendrait des semaines d'en faire la liste. Je suppose que vous voulez aussi que je mette mes gants de conduite sur cette liste. Eh, dites patron, vous voulez que je vire cette dame? Miss Franklin regarda tranquillement l'employé de Gadget. Ringard. Tout simplement ringard. Pas étonnant que vous ne soyez même plus figurant. Et pour votre information, oui, vos gants de conduite doivent être enregistrés. D'après le paragraphe 3 de la section 5 des règlements comptables, tout ce qui est utilisé dans le cadre du travail de studio de cinéma est soit la propriété du studio, soit doit être enregistré avec les frais de location adéquats. Bon, eh ben, Miss Franklin, j'ai bien peur de devoir arrêter de travailler sur ce cheval assez longtemps pour me mettre sur cet inventaire que vous réclamez. Au contraire, monsieur O'Dowd, je ne pense pas que ce sera nécessaire. J'ai ici le détail des budgets précédents. En vérifiant l'inventaire, je me suis aperçu que de nombreux articles inclus dans les budgets du passé ne figuraient pas sur l'inventaire. Je suggère que vous continuiez votre travail sur ce cheval et je continuerai moi à protéger les biens de la société United Pictures. S'il y a quelques divergences, vous pouvez m'en parler plus tard. Il lui fit face à nouveau et fit un geste implorant de la main. Miss Franklin, je suis un scientifique. Vous êtes comptable. Et vous êtes experte en ce domaine. Qu'est-ce que j'y peux si j'ai fait quelques erreurs ici et là, vous... 150 000 $. Ça représente beaucoup d'erreurs. Mais continuez votre travail. Je suis certaine que, après qu'on ait ajusté ce qu'il faut dans ces registres, personne n'en entendra parler au studio. Mais vous avez ici des équipements qui devraient être vendus, et c'est à moi de m'en occuper. Moi, vivant, non. Et il jeta la peau du cheval par terre. Que ce soit une femme ou pas, Gadget s'avança rapidement et glissa son bras sous celui de Miss Franklin. Allons dans l'autre bureau et parlons-en tranquillement. Miss Franklin hésita, puis tendit la main pour attraper la facture dont Angus s'était saisi. Je suppose qu'il s'agit de la facture qui concerne la chose que vous venez d'apporter. Angus capitula. Et Gadget put donc entraîner la comptable radicale dans le bureau principal. Il essayait de détourner son attention, mais elle lut la facture quand même. Dis donc, 2800 $ pour une peau de cheval, c'est un peu cher. Il a même ajouté les frais de taxi. Gadget regarda et fronça les sourcils. Ben écoutez, il n'allait pas faire tuer un cheval pour ça. La seule chose à faire, c'était d'aller chercher un cheval empaillé au musée. C'est quelque chose de naturel, non? Vous voyez? Tout en haut, ça dit la chose suivante. Musée de Santa Ana, relique empaillée de Stardust. Vous vous souvenez de Stardust? C'était un sacré cheval de course. Vous ne vous attendiez pas à l'acheter pour 2800 malheureux $. En une seule saison, elle a gagné 190 000 $. Et après de passer à travers les flammes, j'ai bien peur que sa peau ne vaille pas grand-chose. Bon, ce n'est pas le coût de chaque article qui m'intéresse, mais le budget tout entier. Je n'ai pas l'intention de faire obstruction à votre travail, monsieur O'Dowd. Toutefois, j'ai bien peur de devoir continuer cet inventaire. S'il vous plaît, attendez jusqu'à ce que je puisse vous y aider. De nombreux articles sur lesquels vous allez tomber sont animés et dangereux. Ne fût-ce que la semaine dernière, un chauffeur de camion a été tué par un court-circuit dans un dinosaure du film L'Homme des cavernes. Il la ramena à son bureau et bientôt il put rejoindre Angus. Gadget ramassa la peau du cheval. Eh ben, ça ressemble vraiment à Stardust. Ben, bien sûr, puisque c'est elle. Qu'est-ce qui va se passer avec le bon d'achat? Ben, quand le studio va le payer, le conservateur nous versera la somme, sauf les 10% qui représentent sa part. Après tout, on est à Hollywood. Eh oui, c'est comme ça, dans le cinéma. Et il suivit ses deux autres conspirateurs dans la salle de la forge, où Gadget avait déjà fait sur son mur les croquis de tous les appareils nécessaires pour le squelette.
Ça va être crevant de bosser avec cette gamine. Très bientôt, l'endroit fut une masse rugissante et fumante d'étincelles et de fracas métalliques. Le cheval auto-magique commençait à prendre forme. Pendant les 6 semaines qui suivirent, Gadget fut si occupé qu'il n'eut quasiment pas de temps à consacrer à son repousseur de gravité. Les 3 unités pour les tests de cette machine et les diverses parties relatives à sa construction se trouvaient cachées bien profond dans un recoin du laboratoire qui n'avait pas encore été inventorié. On occupait Miss Franklin à payer un chapelet d'ingénieurs et de livreurs. Chaque tube amplificateur et transformateur était alors soigneusement enregistré dans le registre noir de Miss Franklin. Pendant ce temps, elle continuait également son inventaire avec un petit sourire sinistre. Maintenant, regardez. Il faut que vous compreniez que vous êtes une dame et que vous ne savez pas ce dont j'ai besoin ici ou pas. Ça n'a rien à voir avec moi. La société United Pictures se fiche de savoir la quantité d'équipement que vous avez dans la mesure où vous l'utilisez pour leur projet. Vous avez l'intention de le faire. Personnellement, il me semble que vous feriez mieux de vous débarrasser d'un paquet de ce matériel. Je pense que je vais recommander au bureau principal que nous organisions ici une brocante d'électronique. Non. Quand j'aurai le temps, je vous expliquerai la raison pour laquelle nous avons besoin de tous les exemplaires de ces choses. J'espère que l'explication sera convaincante. Oh, pas de problème. Mais là, tout de suite, il faut que je finisse le cheval. Est-ce que le taxidermiste est arrivé ? Il était là. Il se consolait au bar où Tony lui avait servi une boisson bien tassée. Gadget attrapa le taxidermiste et son verre, qu'il emmena dans son laboratoire pour lui montrer la structure du squelette qui était terminée. Quel drôle de montage! Les membres ont la proportion voulue, la structure de la tête est parfaite et tout est complètement en ordre. Sans blague, monsieur O'Dowd, vous pourriez travailler dans le musée national. C'est bien ce qui me gêne. Poser la peau là-dessus ne devrait pas être trop difficile pourvu que vous ne l'ayez pas fait trop grand. Pouvez-vous la rendre flexible ? Ça, c'est le problème que je n'ai pas réussi à résoudre. Mais on peut très certainement. J'ai ici des huiles qui sont des agents de conservation. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit flexible, monsieur O'Dowd ? Oh, c'est un de mes caprices. Le taxidermiste prit la peau et se remit à examiner la structure du squelette lorsque, pour la première fois, il aperçut la masse énorme de batteries, transmetteurs, tubes, antennes et bric-à-brac électriques dont la tête et le thorax du cheval étaient pleins. Comme c'était recouvert de papier à cause de la poussière, il avait cru que c'était du remplissage. Mais quand il retira le papier, ce n'était qu'une masse stupéfiante de câbles et de tubes. Il recula aussi vite que si le monstre de Frankenstein lui avait sauté dessus. Bon sang, vous êtes sûr que ce n'est pas pour le faire exploser ? Pas le moins du monde. Maintenant, on va se mettre au boulot pour le recouvrir de peau. D'accord ? Le taxidermiste se mit au boulot, réhabilitant la tête et le pelage de Stardust. Maintenant, il faut cacher toutes les coutures et faire que les jointures puissent bouger sans faire craquer la peau. Bouger ? Oui, bouger. Eh ben dis donc, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre de boulot. Mais bon, c'est du cinéma. Ouais, c'est ça le cinéma. Gadget termina quelques-uns des ajustements qui restaient à faire sur la télécommande, puis, comme il s'ennuyait, il alla jusqu'au bureau de devant voir ce que fabriquait Miss Franklin. Il y trouva un jeune homme habillé de couleur vive avec une mallette, en train de parler à la comptable. Quand on le présenta, on découvrit qu'il s'agissait de M. Jules Wembaum, cousin germain d'Artemis Wembaum, le producteur du film Les Reines Rouges, pour lequel on construisait le cheval automagique. Bien entendu, M. Wembaum avait une police d'assurance à vendre, et bien entendu, Miss Franklin était en train de l'acheter. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est assuré qu'il ne faut pas faire attention. Faites attention aux dollars, Miss Franklin. Et moi, je ferai attention à la chose. Allons, pourquoi vous mettre en colère ? Après tout, la seule chose que j'essaie de faire, c'est mon boulot. Vous admettez que votre étourderie de scientifique a provoqué pas mal de désordre dans ces dossiers. Si je ne fais pas mon boulot, je vais le perdre. Et j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Gadget la regarda et se sentit piégé, sans savoir pourquoi.
Cette comptable, non contente de se battre avec toutes les armes de sa profession et l'artillerie du bureau des patrons, utilisait aussi avec lui les larmes d'une femme. Soudain furieux, il alla au bar et se servit un grand verre de milkshake. Après 2 jours de dur labeur, le taxidermiste arriva à la fin de son travail. C'était un bon taxidermiste, mais on sait que les techniciens de Hollywood sont particulièrement bons. Nul ne fit de réflexion. Le cheval automagique, c'était maintenant Stardust, à nouveau en chair et en os, sur lequel il ne restait même pas un grain de la poussière du musée. C'était Stardust, réellement, jusqu'au dernier poil de sa crinière, avec une grande étoile blanche sur le front et des mouchetures blanches sur la robe alezane qui la recouvrait élégamment. Et à vrai dire, il était d'une grande beauté. Angus arriva muni d'un vaporisateur à main et d'une cuvette, et on l'arrosa entièrement d'un invisible film ignifuge. C'est une belle pouliche. Merci, c'est du bon boulot. Il alla vers la télécommande et, l'attrapant par la poignée, il la posa sur un bureau. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je n'ai jamais monté quoi que ce soit qui doive pouvoir bouger aux jointures. Gadget ne faisait plus attention à lui. Il brancha 2 transmetteurs, appuya sur un interrupteur et fit bouger un cadran. Immédiatement, Stardust leva la tête et lâcha un gémissement aigu tout en reculant et en battant l'air avec ses pattes. Il se tourna et montra ses sabots de devant au taxidermiste, lequel fit un saut périlleux en arrière, fila par la porte, passa devant Miss Franklin et ne s'arrêta sur le marchepied de sa voiture que le temps de saisir le chèque qu'elle courut lui apporter. Et il était parti. Mais qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-là? Elle pensait avoir entendu Gadget à la porte, mais ce n'était pas Gadget. C'était Stardust en train de passer son premier test, qui consistait bien entendu à enfoncer des portes. Le montant craqua, la pouliche pénétra dans le bureau, passa sous l'entrée et atterrit dans la cour, se cabrant puis retombant sur ses pattes. Miss Franklin resta étendue là où elle s'était évanouie, jusqu'à ce que Gadget l'aperçoive et la ramène à la vie. Effrayée, elle regarda les morceaux de bois cassés, puis le jardin, où se tenait la statue d'un cheval à demi cabré. On peut dire qu'elle a l'air vraie. Et à partir de ce moment-là, Gadget et Angus se mirent à adorer Stardust. Trouvez-moi une remorque à chevaux. Il faut que je l'emmène à Santa Anita pour faire un essai. Miss Franklin ne protesta pas et ne posa aucune question. Elle se leva, prit le téléphone, composa le numéro des remorques de San Fernando et en commanda une. Elle regarda le cheval et reposa le téléphone, puis elle regarda Gadget. Sûr, elle a l'air vraie, j'ai cru qu'elle allait me déchiqueter. Eh bien non. Miss Franklin remit de l'ordre dans sa coiffure et défroissa sa robe. Eh ben, c'est ça le cinéma. Gadget jeta un regard affectueux vers la pouliche. Ouais, c'est ça le cinéma. Tony conduisait la Cadillac à toute vitesse vers Santa Anita. Il commençait à faire sombre. Ils étaient presque arrivés. Gadget regarda son bracelet-montre incrusté de rubis. Je ne comprends pas. Tout le monde peut voler les studios sauf nous. Et là, elle viola la règle qu'il avait lui-même instaurée. Ce n'est pas comme si la société United Pictures n'allait pas en tirer des bénéfices. Ben, quand ces gros titres vont sortir dans les journaux, on parlera de United Pictures tous les 4 paragraphes. Même pour 90 millions de dollars, ils ne pourraient pas s'acheter cette publicité. Peut-être on pourrait faire pression sur quelqu'un. Si le kidnapping n'était pas aussi illégal. Je ne veux pas souhaiter de mauvaises choses à Miss Franklin, mais j'aimerais bien qu'elle tombe accidentellement du pont de Colorado Street. Ça va nous coûter environ 200 000 dollars de racheter notre propre équipement, après tout le mal qu'on s'est donné pour carotter le leur en plus. Pour combien? Eh ben, 90 000 jusqu'à maintenant. Peut-être on pourrait attaquer une banque. Il faut probablement abandonner toute l'expédition. Instantanément, il sentit sur lui les regards furieux des 2 autres. Ils approchèrent du portail et se présentèrent aux gardes. La carte des studios que possédait Gadget leur valut immédiatement les services d'un préposé, ainsi qu'un assaut de projecteurs pour dissiper le crépuscule. Ils arrêtèrent la voiture. Le champ de course s'étendait devant et derrière eux. Au-dessus, béante, il y avait les tribunes vides.
Au loin, on pouvait voir circuler quelques garçons d'écurie et des rabatteurs. Plus proche, des perdants attardés continuaient à se lamenter près de la rambarde. On voyait aussi 2 autres remorques à chevaux. Gadget s'en alla au-delà de la ligne de départ, afin que ses activités ne soient pas visibles. Tony bougea ici et là, puis ouvrit la porte arrière de la remorque. Gadget installa la télécommande sous la rambarde, et Angus y joignit une boîte à outils, au cas où on devrait faire quelques ajustements. Leur intention, c'était de faire un bon gros test à Stardust. Faute de quoi, en cas de défection, même mineure, il risquait de retarder d'1 jour ou 2 la production du film Les Reines Rouges, ce qui coûterait au moins $100 000 au studio en salaire de stars, location et autres frais. Une seule journée de travail perdue pour Veronica Morris vaudrait de prendre sa retraite. Dans le milieu du cinéma, les techniciens ont intérêt à être précis. Tony sortit 2 caisses de boissons et un paquet de sandwichs. Il enleva sa veste de chauffeur et enfila le blouson de daim style Far West que portait le cascadeur dans la scène où il remplacerait Veronica Morris. Vraiment extravagant. Mais comme Tony l'expliqua... Faut que je me mette dans la peau du personnage. Stardust sortit de la remorque grâce à ses batteries. Elle respirait tranquillement et reniflait de temps en temps, pendant que Angus fixait la selle sur son dos. Tony lui parla d'un ton encourageant. Stardust bougea les yeux, piaffa et se tourna d'un côté et de l'autre avec l'impatience d'un cheval de course. Pas mal, hein? La nuit dernière, j'ai passé 2 heures à regarder des films de Stardust quand elle était en pleine gloire. Maintenant, regarde ça. Stardust bougea la tête de façon vraiment négative, renifla et avança tranquillement. Dis donc, c'est pas mal du tout. Je me souviens de ce truc-là. Bon sang, tu m'as à moitié fait croire que c'était vraiment Stardust. Stardust caracola et fit une cabriole. Tony dut faire preuve d'une certaine expertise en tant que cavalier pour rester en selle. Mais ça faisait partie de ce qu'il savait faire. Quand il s'était formé en tant que figurant, il avait abordé à peu près tous les genres de sport. Et il était aussi compétent sur une selle que dans un avion. La seule chose qui l'empêchait de devenir cascadeur, c'était son désir irrationnel de préférer continuer à vivre en un seul morceau. Gadget envoya le cheval sur la ligne de départ. Sans aucune attention de l'opérateur, Stardust put trouver un box et y rentrer, en s'arrêtant quand elle approcha du portail lui-même. Tu ne m'as pas la dirigée? D'après le scénario, elle doit parcourir 200 mètres au galop, après avoir passé la porte défoncée. Et tout ça en une seule prise pour convaincre les clients. Donc il vaut mieux qu'elle sache courir. C'est bon Tony, tu es prêt? On y va. J'aimerais que ce soit une vraie course. Les projecteurs illuminaient la piste. Le portail se leva et Stardust se précipita, parcourant les premières foulées comme un cheval sauvage, puis s'engageant dans un long parcours pour dévorer de la distance. Tony, qui était maintenant totalement dans le personnage, se penchait sur sa cravache et hurlait des encouragements à l'oreille du cheval. Stardust prit le tournant, arriva dans la ligne droite de derrière et se dirigea vers son box dans un bruit de tonnerre. Elle fendait l'air comme la foudre, et par-dessus le bruit de ses sabots, on entendait la voix aiguë de Tony qui disait « Vas-y, vas-y! Et aussi... Hey, hey, hey! Stardust arriva à la dernière ligne droite, accéléra et passa en trombe devant la ligne d'arrivée. Gadget amena la monture à une halte précipitée. Puis Stardust trotta gracieusement vers l'endroit où la remorque était garée, agitant la tête, faisant teinter son mors et émettant des reniflements, ce qui indiquait qu'elle était essoufflée. Mon vieux, elle sait vraiment courir. On va lui faire 2 autres essais. Et puis après, on ira vers cette vieille ville de l'Ouest un peu plus tard, et on lui fera défoncer une porte ou 2. Il faut qu'elle soit complètement prête mercredi. Il allait tourner un cadran sur la télécommande lorsqu'il remarqua 3 hommes près de la rambarde qui regardaient le cheval avec intérêt. Il allait les ignorer quand il reconnut l'un des hommes pour avoir vu ses photos. C'était Cliff Neary, comédien et doyen des courses hippiques qui dilapidait pour des chevaux les millions qu'il gagnait comme acteur. Il était accompagné de son entraîneur et d'un garçon d'écurie. On est juste en train de regarder courir votre cheval. On savait pas que Stardust avait des poulains. Je suis le propriétaire des écuries Neary. Et voici Hank, mon entraîneur. Gadget O'Dowd. Ah oui, l'homme des effets spéciaux. Je me souviens que pour mon film sur la route de Smolensk, on a passé un contrat avec United Pictures pour votre travail. Sur la route de Smolensk.
Ah oui, c'est là que la vodka prenait feu à chaque fois que Roy Ellis crachait. C'était du bon boulot. C'était pas trop difficile. Les choses difficiles dans ce film ne se sont pas vues du tout. Je sais, vous les gars, vous n'êtes jamais vraiment crédités pour tous les petits trucs et machins qui font qu'un spectacle tient la route. Mais qu'est-ce que vous faites ici avec un cheval? Je ne savais pas que ça faisait partie de votre job. Eh bien, c'est un cheval un peu spécial. Il est sacrément bon, hein. Au fait, ça vous dirait de la faire courir contre 3 ou 4 des miens? Rien de mieux qu'une bonne course de chevaux après une longue journée de travail dans les studios. Angus en était bouche bée. Il était sur le point de rire quand un regard furieux de Gadget lui imposa le silence. Eh bien, je suis pas contre. Dit Gadget, essayant de ne pas avoir l'air trop intéressé, mais sortant négligemment de la poche de sa chemise près de 6 000 $. Je suis pas contre, c'est bon. Hank, amène Montagne du Tonnerre par ici. Pat, tu penses que tu peux le mener et le faire gagner? Pat, un jockey, montra à Cliff les dents blanches de son plus beau sourire. Je pense que je peux, monsieur Neri. Tony assistait à tout ça avec des yeux de plus en plus grands. Puis il se mit à rire. Écoute, l'ami, tu vas chevaucher en rude compagnie. Les 3 derniers jockeys qui ont essayé de me battre, on les a enterrés. Avec des couronnes de roses en forme de fer à cheval. On ne bat pas facilement, tu vois. Le jockey sourit et donna un coup de main à Hank qui emmenait Montagne du Tonnerre à la rambarde. C'était un grand étalon à l'allure puissante que Cliff avait acheté pour une somme considérable. On le gardait sous des couvertures en attendant que les écuries Neri puissent lui faire un grand nettoyage. Stardust respirait plus tranquillement. Maintenant, et cabriola un peu en se rapprochant de Montagne du Tonnerre, lequel, ayant les perceptions d'un cheval, regarda la fausse pouliche et émit un sifflement aigu tout en reculant. Oh là, mon garçon! Je t'ai jamais vu timide avec les dames. Montagne du Tonnerre se cabra, secoua la tête avec colère et émit un autre sifflement en s'éloignant encore plus de Stardust. Gadget prit exemple sur lui et amena son cheval automagique jusqu'au portail. À ce moment, les 2 montures se trouvaient derrière la clôture. Elles étaient prêtes pour la course. L'entraîneur leva un pistolet chargé à blanc. Angus se prépara à ouvrir les barrières et Cliff cria vigoureusement quelques dernières instructions à Pat. Gadget essayait de ne pas avoir l'air trop intéressé par la boîte à télécommande sur laquelle il était assis. Le pistolet partit, les barrières se levèrent et dans un nuage de sueur de bois, le cheval et le pseudo-cheval s'élancèrent. Les 6 billets neufs de 1 000 $ furent calés sous une pierre, accompagnés de 6 autres très semblables, tout droit sortis de la poche de Cliff. Angus, qui était en hauteur, y voyait mieux. Il se mit à faire des signaux de dingue vers Gadget, qui tourna d'un cran la vitesse de course. Le cheval et la pseudo-pouliche arrivèrent dans la ligne droite et Montagne du Tonnerre menait de 200 bons mètres. Le hi-hi aigu que poussa Tony s'éleva au-dessus des râles et des grognements des 2 montures et du bruit de leurs sabots. Angus faisait des gestes désespérés avec ses mains et jetait de temps en temps un regard de côté à Gadget, lequel était au boulot. Il monta le cadran et Stardust se mit à se rapprocher de façon très perceptible. Quand ils se trouvèrent à 75 mètres de la ligne d'arrivée, il y avait encore un gros écart. Gadget monta son cadran d'un autre cran. Les enjambées de Stardust s'allongèrent. Montagne du Tonnerre, forçant et écumant, sentit que la pseudo-pouliche se rapprochait. Il augmenta sa vitesse, mais il ne pouvait rien contre les doigts de Gadget sur le cadran. Déjà Stardust était proche de son encolure. Et à l'arrivée, il n'y avait pas à discuter. Stardust avait gagné. Cliff, déçu, se tourna vers Hank. Tu avais dit que Montagne du Tonnerre pouvait courir, il me semble. Bon, c'est la vie. Il ajouta avec une courbette. Monsieur O'Dowd, l'argent est à vous. Et c'était un plaisir de perdre face à un si galant homme. Gadget n'arrêtait pas de le regarder les billets verts qui palpitaient au vent. Et sa conscience lui faisait mal. Monsieur Neri, peut-être devrais-je vous dire que ce cheval-là... Non. Une course est une course. Il regardait les montures qui arrivaient. Elles soufflaient et sifflaient après leurs efforts. Dites-moi, c'est très étrange, votre Stardust ne semble même pas très essoufflé.
Gadget donna un coup de talon dans la boîte de contrôle et Stardust commença vraiment à souffler. Non, c'est vrai. En fait, elle pourrait probablement faire une autre course s'il le fallait. Cliff leva vivement les yeux. Il regarda les 12 billets, puis il regarda O'Dowd. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous seriez prêt à risquer une autre petite course pour de l'argent? Eh bien, je pense que je vous le dois probablement, monsieur Neri. N'en dites pas plus. Hank, amène sa scie la scie, et on va lui faire un tour. Si quelqu'un avait envie de faire courir un cheval hors d'haleine, Cliff Neri, lui, n'était pas disposé à refuser de l'argent. Gadget non plus, et très vite les chevaux furent sur la ligne de départ. Il se trouve que Sassy Lassie était une pouliche nerveuse, que Pat, tout en sueur, avait du mal à contenir. Elle essaya de passer par-dessus la rambarde, puis la barrière de départ, et se décida finalement à rester là où il fallait. Sous le gros caillou, il y avait maintenant 24 000 $, dont 12 sous la forme d'un chèque de la banque de Cliff. On ne va pas attendre encore longtemps. On les fait démarrer. Le pistolet partit, la barrière se leva et le cheval, ainsi que l'acceptable copie d'un autre, partirent à fond de train sur le champ de course. Angus était perché là-haut et mâchait sa chique comme un dingue, se demandant à quel point les engrenages et les broches de raccordement étaient solides. Il aurait aimé prévoir ce genre d'événement quand il était dans sa forge. Gadget, qui avait discrètement ajusté les yeux de Stardust pour qu'elle garde la distance par rapport à la rambarde, regarda anxieusement Angus pour voir s'il lui faisait signe. La conscience de Gadget le faisait souffrir. Il aimait bien Cliff, parce que Cliff était un chic type. Mais quand il saura la vérité, ça va le faire rire. Plusieurs fois auparavant, il s'était juré qu'il rembourserait le studio et ses victimes. Quand le fait serait accompli et que l'homme aurait voyagé jusqu'à la Lune, sa conscience ainsi soulagée, il se décida à oublier et à prendre plaisir à la course. Angus se mit à faire de vifs mouvements et Gadget monta l'écran de la vitesse. Mais s'aperçut que les bras d'Angus bougeaient alors encore plus. Du coup, Gadget ralentit la course à nouveau, ce qui eut pour résultat de calmer les mouvements de l'Écossais. La vraie pouliche et Stardust arrivèrent dans la ligne droite, au galop de tous leurs muscles et pivots. Stardust était en tête de près de 8 longueurs. Elles terminèrent dans un nuage de poussière et de hurrahs. Et en fin de compte, le résultat disait que Sassy Lassie avait été battue d'une demi-longueur. Bientôt, Pat et Tony arrivèrent. Le jockey soufflait, stupéfait. Monsieur Neri, cette Stardust m'a dépassé au départ, comme si c'était un avion. Je pensais jamais pouvoir la rattraper. Pas de problème, Pat. Il y a des jours où on n'arrive même pas à voir sa propre nuque. Monsieur O'Dowd, c'est un sacré cheval que vous avez là. Dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière. J'aimerais regarder ses dents. Oh, ses dents sont en très bon état. Je suis sérieux. Il est probable que vous ayez des tas de choses à faire en plus d'un hobby comme les courses hippiques. Pour moi, ce n'est pas très lucratif. Et au cas où vous seriez juste en train de démarrer, vous devriez écouter les conseils d'un vieux de la vieille et laisser tomber au début quand vous êtes encore du côté des gagnants. Là, vous avez gagné 24 000 $. 18. Je n'ai pas d'objection contre les courses hippiques, monsieur Neri. Il y a des gens qui peuvent gagner de l'argent avec et d'autres non. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un 3e cheval dans le coin? Non, j'y crois pas. Ne me dites pas que votre pouliche peut encore courir. Je vais vous dire, je l'ai élevée depuis qu'elle est toute petite. Sans moi, elle n'aurait que la peau sur les os. Et elle le sait. Elle sait reconnaître et apprécier un bon entraîneur. Et elle sera ravie de courir encore une fois. Bien sûr, je reconnais qu'il fait bien sombre. Alors, si vous pensez que vous pouvez le faire sans que ça lui coupe le souffle, j'ai Old 100 qui est là-bas. C'est l'un des chevaux châtrés les plus rapides que j'ai eu dans mon écurie. Ça ne vous gêne pas de prendre un autre chèque? Là-bas, à l'ouest, on voyait un petit bout de lune. Gadget y jeta un coup d'œil, puis il regarda Cliff. Monsieur Neri, ce chèque est bon pour moi. Et Old 120 et alla au tapis. Et quand la poussière fut retombée, Cliff était là, les mains dans les poches de son blouson de cuir, le revers de son chapeau baissé, les épaules frissonnant de froid. Je suis désolée, monsieur Neri. Quand on est arrivé sur la ligne droite, je ne voyais même plus la queue de cette pouliche, tellement elle était loin devant. Monsieur Neri,
Peut-être je suis plus du tout un bon cavalier. Ne dis pas ça. Cliff mit son bras autour des épaules de Pat. C'est simplement que tu te trouves face à un cheval prodige, c'est tout. Il claqua des doigts, siffla et regarda Gadget. Je me suis fait tondre 3 fois, monsieur O'Dowd. Est-ce que vous songeriez à vendre ce cheval? Sous les regards ébahis de Tony et d'Anguste, O'Dowd jeta un œil d'abord sur ses orteils, puis vers la lune, puis à Monsieur Neri. Gadget était conscient du danger. S'il n'allait pas dans le sens de la vente, Cliff, qui voulait le cheval, insisterait de plus en plus jusqu'à découvrir l'identité totalement mécanique de Stardust. Une découverte qui ne pouvait qu'amener une dispute. Bon, je pourrais considérer une option, à une condition. Ben dites, une petite chose comme une condition, ce n'est pas ça qui va arrêter 2 bons négociants en chevaux. La condition, c'est qu'on ne s'en sert jamais pour la reproduction. Ça peut s'arranger. Est-ce que 50 000 $ serait une bonne affaire? Disons 10 000 maintenant pour l'option et les 40 000 autres demain? Oh, mais je ne peux pas la livrer tout de suite. Elle suit un régime spécial et je ne me risquerai pas à le lui interrompre. Vous seriez surpris si vous saviez combien ce régime l'affecte. J'ai aussi fait quelques observations d'ordre scientifique à son sujet, qui ne seront pas terminées avant jeudi matin. Angus et Tony regardaient, stupéfaits. Ils s'étaient jamais habitués au baratin convaincant dont Gadget était capable en cas de nécessité. Pourquoi jeudi matin? Eh bien, parce que je dois observer les effets de la fin de ce régime. Et là, vous pouvez la voir. Et vous me donnerez aussi le régime. Bien sûr que oui. Cliff acheva de remplir son chèque et tendit la main vers Gadget. Affaire conclue, mon garçon. Mon entraîneur sera chez vous jeudi matin pour emmener la pouliche. Viens, Hank. Quittons cet endroit tant que nous avons encore assez d'argent pour nous acquitter des impôts de l'oncle Sam. Au revoir, messieurs. Viens, Pat. Bientôt tu monteras sur des gagnants. Gadget les regardait tandis qu'il s'éloignait. Angus l'attrapa par le bras. Ah, Ciel, mon gars, ça va être affreux de te voir derrière les barreaux. Non seulement tu lui vends quelque chose qui n'est même pas un cheval, mais en plus, ça appartient à la société United Pictures. Le crime ne paie pas, mon gars. Pas très bien en tout cas. Mais ne t'inquiète pas. On a jusqu'à jeudi matin pour trouver le reste de l'idée. Tu veux dire que tu ne sais pas? Non, pas encore. Quel toupet! Mais quel toupet! Chargeons tout et cassons-nous d'ici avant que tu n'aies d'autres idées à moitié inventées. Quand on est à la maison, rappelle-moi de consigner dans mon carnet 18 000 $ à rendre à Cliff Neary, avec les intérêts. Il est vraiment trop sympa. Je n'ai pas le cœur de prendre son argent sans marquer dans mon carnet qu'il faudra le lui rendre. Même si on l'a gagné de façon très correcte. Après tout, c'est lui qui nous a demandé de faire cette course, c'est pas nous. Et l'argent payé pour l'option? T'inquiète pas, on trouvera une idée. Maintenant que Gadget avait décidé d'inscrire dans son carnet qu'il faudrait rembourser Cliff une fois qu'ils auraient fait leur voyage, il semblait joyeux. Il tripota l'échec et sifflota même sur le chemin du retour. Puis, Stardust ayant brillamment cassé 6 portes sans avoir récolté aucune blessure, elle laissa le plateau de cinéma San Fernando dans un état de dommages avancés et le mercredi, le tournage du film commença à l'heure. À 7h du matin, tout le monde se rassembla. Au milieu du chahut habituel entre les caméramens et les assistants du réalisateur, Gadget regarda l'endroit où allait se dérouler l'action. On avait construit une grande grange peu solide. La poutre principale avait été à moitié sciée, et quand le bâtiment brûlerait, le toit s'écroulerait, et vite. Des câbles et des poulies aideraient le toit à s'écrouler, et des meules de foin qui contenaient des torches étaient entassées un peu partout. Pour parachever ça, l'accessoiriste arrosait le foin d'une solution qui allait bien l'imbiber. Il fallait qu'il y ait beaucoup de fumée. Le cascadeur examina l'endroit pour s'assurer que rien n'allait le faire trébucher. En apparence, c'était un jeune je m'en foutiste, mais comme tous les bons cascadeurs, la plus grande part de son côté casse-cou consistait en l'exactitude avec laquelle il planifiait la mise en scène de ses actions. Il passa un moment avec Gadget pour aborder les détails du tournage. Veronica Morris et Peter Butler avalaient un petit déjeuner tardif à l'ombre de la remorque qui servait de loge d'habillage à Butler.
Marty Fitzgibbons les régalait de quelques anecdotes de music-hall anglais. Salut Gadget. C'est Gadget O'Dowd, là-bas. Véronica. Ouais Où ça? Ah, salut Monsieur O'Donnell. J'espère que vous avez fait ce qu'il faut pour que ce pauvre cascadeur ne se blesse pas. Je me sentirais vraiment mal si quelque chose lui arrivait à cause de moi. Tout va très bien se passer. Allons voir. C'est bon les gars. Rien ne presse. Bonjour Miss Morris. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais prendre une tasse de ce café. Eh ben Gadget, je vois que vous avez réussi à amener le cheval. Je veux voir ce truc en action. J'étais à moitié mort de rire quand j'ai vu le singe mécanique que Gadget a construit pour le dernier film de Tarzan. Ouais, je m'en souviens. C'était véritablement un merveilleux animal. Où est-il maintenant, Monsieur O'Donnell? Je pense pas qu'on puisse vous persuader de vous en séparer. La dernière fois que je l'ai vu, il était en train de sauter partout sur la pelouse de Jackie Boker. Quand le département de la comptabilité en aura fini avec moi, je suppose qu'il sera sur un tas de déchets métalliques dans quelques dépôts de ferraille. Un caméraman arriva avec un assistant du réalisateur et dit « On a 3 caméras dessus, monsieur. » Eh bien, veillez à ce que ça soit bon du premier coup. Cette grange ne va brûler qu'une fois. Je suppose que c'est le signal pour moi. Faut que j'aille voir ça. Peter Butler attrapa son chapeau de méchant de l'histoire et suivit O'Dowd vers la remorque à chevaux. Tony abaissa la portière. Stardust sortit de son immobilité et commença à mâchonner et à hennir. Elle descendit la rampe d'accès, se tourna, dressa ses oreilles, et alors que Gadget faisait un clin d'œil de connivence à Angus, Stardust vint frotter son museau sur Veronica Morris pour avoir un morceau de sucre. Dis donc, c'est un vrai cheval! Pas si vous mettez votre oreille contre. Mais dis donc. Mais c'est Stardust, celle qui a gagné les concours. Le réalisateur y jeta un coup d'œil et se dirigea vers la script girl. Ils se consultèrent pendant un moment, puis il revint. Ça va pas marcher. Il y a 2 scènes déjà tournées avec un alezan qui n'avait pas d'étoile blanche sur le front. Désolé, on ne m'a pas donné de script. Angus, passe-moi cette boîte de peinture là. En un rien de temps, l'aquarelle avait superbement remédié à la situation, et la script girl était satisfaite. L'accessoiriste arriva et se mit à sceller Stardust avec l'équipement adéquat pour le cavalier. Le cascadeur regarda sa monture avec de grands yeux pleins d'admiration. Il demanda s'il pouvait faire 1 ou 2 tests. Il monta, Gadget la fit se pavaner, cabrioler et frapper le sol de ses pattes avant. Pour finir, il fit faire à Stardust une course fringante. « Eh ben pour une fois, dit le caméraman, on n'aura pas besoin d'accélérer le film. Ce tas de métal peut vraiment déguerpir d'ici. » Le réalisateur donna l'ordre. « À vos postes !» L'ingénieur du son fit ses tests. Les portes avant de la grange étaient ajustées comme il fallait pour le cascadeur. Gadget s'installa à un endroit hors du champ. Sa télécommande était ajustée et réglée. Caméra, action! Un expert en tir à l'arc envoya une flèche en flamme à travers le plateau jusqu'à une pile de foin bourrée d'explosifs devant la grange. Une seconde suivit qui se ficha dans le mur. Une troisième s'enfonça solidement dans les tuiles en bois et aussitôt le matériau sec imprégné d'explosifs s'enflamma et un feu jaune se développa rapidement dans toute la structure. D'autres ballots de poing s'enflammèrent. Les flammes commençaient à crépiter et à ronfler. Gadget attendit que tout le devant du bâtiment soit en feu. Alors, tandis que l'assistant du réalisateur lui faisait un signe urgent, il fit démarrer Stardust. Le toit commençait déjà à bouger. Dans la grange, la température avait monté à environ 50 degrés. Stardust se mit à sauter et à ruer, puis elle fonça, leva ses sabots et les frappa solidement contre les portes, qui se fracassèrent. Les hommes de l'assistant réalisateur tirèrent et le toit commença à s'écrouler. Stardust sortit, manqué de justesse par 2 poutres en feu, à demi avalé par des nuages de fumée blanche et des volutes de flammes jaunes. Le cascadeur, en tenue de cavalière, chevauchait, penché sur le col du cheval auquel il se cramponnait. Stardust fonça, fit mine de se cabrer vers les 2 figurants qui tiraient comme des fous avec leurs arquebuses, puis s'enfuit sur la route au grand galop. Derrière elle, les flèches et les arbalètes sifflaient dans son sillage et elle disparut au loin sur la piste. Le réalisateur cria « Coupez !» Ensuite, sur un autre plateau,
On fit 3 prises de vue de Stardust légèrement roussie, en train de plonger et de se cabrer dans un décor, mais en intérieur. Et là, elle dut aussi briser une porte en flammes. À 11h, tout était terminé. Et montée sur un vrai cheval, Veronica Morris était prête à enchaîner avec le tournage des gros plans. Butler était censé périr le lendemain. Gadget, qui avait déjeuné avec le réalisateur et le chef caméraman, reçut des éloges de toutes parts au sujet de son remarquable cheval et se trouva maintenant libre de retourner à son laboratoire, faire ce qu'il considérait comme son travail important. Tandis que Gadget et Tony faisaient monter Stardust dans la remorque, ils eurent un petit entretien avec un représentant de la SPA qui voulait examiner les blessures subies par le cheval au cours de cette dernière scène. Au final, l'homme, qui s'avéra être un type assez sympathique après tout, devint leur public le plus admiratif. Ils n'arrivaient pas à y croire. Ils lui laissèrent examiner quelques écrous dans la gorge du cheval et dévisser 1 ou 2 dents. Mon garçon, vous êtes un génie. Vous êtes un génie. Vous devriez être reconnu comme tel, en fait. Il y a des musées dans tous les pays. Oh non, je serais incapable de le refaire. C'est juste un coup de chance que j'ai eu. Et ils échappèrent finalement à l'horrible perspective d'une reconnaissance appropriée qui ne leur aurait pas profité du tout. On l'a échappé belle. Si jamais nous étions reconnus, on n'aurait même pas assez d'argent pour s'envoler jusqu'au Canada, sans parler d'aller sur la Lune. Ils chargèrent une Stardust un peu égratignée dans la remorque et roulèrent vers la maison. Miss Franklin les y attendait. Serrée dans sa main, elle tenait un papier vert, un avis de versement auquel elle avait sans doute été cramponnée presque toute la matinée en attendant leur retour. Gadget y jeta un coup d'œil et sut immédiatement ce que c'était. Le dessous de table de 2520 $ du musée des courses de chevaux, c'est-à-dire les 2800 $ moins 10%. Maintenant, ne venez pas me dire qu'il s'agit d'une dette personnelle. Le livreur m'a dit qu'il devait le donner qu'à Gadget O'Dowd. Alors, pourquoi se fait-il que vous l'ayez ? L'air lugubre, Tony regardait un massif de fleurs qu'on avait piétiné. Patron, elle peut aussi faire de la lutte. Cette peau que le musée a donnée à votre technicien peut leur être rendue. Ça va me coûter bien moins de 2800 $ de la faire rempailler. Il me semble, monsieur O'Dowd, que vous n'aviez pas besoin de ce budget-là. Ça vous amène exactement 2520 $ en dessous de votre estimation. Gadget la regarda et poussa un gros soupir. Il se rendit à son bureau et claqua la porte. Le lendemain matin, tôt et de belle humeur, Hank, l'entraîneur de Cliff, arriva en compagnie d'une remorque qui faisait ressembler les sociétés de location à des entreprises de récupération. Ses employés ouvrirent la portière de cette création étincelante et accueillante. Hank se dirigea vers le bureau de M. O'Dowd. Heureusement, Miss Franklin considérait que ses heures de bureau, c'était de 9h à 17h. Les gens du cinéma sont d'ordinaire debout bien avant ça. Eh bien, me voici. Eh bien, je vois ça. On peut charger le cheval tout de suite ? Eh bien, voyez-vous, j'ai repensé à tout ça en détail et j'ai décidé... Vous n'allez pas changer d'avis pour cette affaire maintenant. Eh bien, je pensais... Monsieur O'Dowd, pour moi, vous avez l'air de quelqu'un qui tient parole. Vous n'allez pas faire machine arrière par rapport à Monsieur Neal, n'est-ce pas ? Il pourrait vous faire beaucoup de bien. Il n'y a pas que ça qui pourrait lui faire. Gadget réfléchissait rapidement. S'il confessait son péché, il devrait sans aucun doute rembourser Cliff pour ses pertes. Mais s'il ne disait rien, il allait devoir donner le cheval à Cliff. Son état mental ayant été perturbé par l'histoire du trou de 2520 $ dans le budget, il n'avait pas eu l'idée brillante dont il s'était cru capable. Où est la pouliche ? Elle va bien, n'est-ce pas ? Gadget était sur le point de raconter que Stardust avait été volé lorsqu'un des hommes de Hank l'aperçut au bar. Drôle d'endroit pour mettre un cheval. J'espère qu'elle ne boit pas. Bon, on la charge ? Tony, nous manquons à tous nos devoirs d'hospitalité.
emmène ces messieurs à l'intérieur et donne-leur quelque chose à manger et à boire. J'ai du café tout frais si quelqu'un en veut. Rejoignez les Hank, je vais la mettre dans la remorque. Tony les entraîna tous à l'intérieur et Gadget chargea Stardust à bord de la remorque ultra luxueuse. Quand ils ressortirent, Hank vit les oreilles de Stardust qui dépassaient sur le côté, tendit le chèque de Monsieur Neary et ils se mirent d'accord pour signer tous les papiers nécessaires le samedi matin. Tout le monde se serra la main et bientôt le jardin fut désert. 10 secondes plus tard, Miss Franklin arriva en voiture. C'est quoi cette remorque à chevaux? Le sourire que Gadget arborait quand les autres étaient partis s'évanouit aussitôt. Eh bien, vous voyez cette Stardust. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez donné à quelqu'un quelque chose qui est la propriété de United Pictures? Réalisez qu'il y a là-dedans un tas d'équipements de valeur qui peut être récupéré. Vous avez déjà dépassé votre... Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il va falloir se crever à démonter ce cheval? C'est exactement ce que je dis. On va rendre la peau au musée et rentrer toutes les pièces détachées dans l'inventaire. Elle rentra dans son bureau où on l'entendit arranger les choses pour sa journée de travail. Gadget regarda Angus. Apporte-moi la télécommande. Angus n'était pas d'humeur à recevoir des ordres à la légère, mais il y alla. Démonter un cheval, classer des pièces détachées, dans l'inventaire. Où est-ce qu'on en arrive dans le cinéma? Elle est où cette télécommande? Qu'est-ce qui est arrivé cette télécommande? Il ressortit et sa colère augmentait. Monsieur O'Dowd, je crois qu'il y a un truc qui s'est dessoudé là. Donne vite, j'étais pressé et je ne savais pas quand ils allaient me regarder. Donne-moi cette boîte. Miss Franklin, curieuse de ce qui se passait sur le terrain, sortit de son bureau, hostile comme une facture impayée. Qu'est-ce que vous faites? Quand les patrons apprendront... Tout à coup, un vrombissement strident résonna dans le ciel. Miss Franklin regarda en l'air et, terrifiée, ce qu'elle vit, c'était un cheval. Un cheval qui s'élevait depuis que la remorque avait commencé à bouger, qui était monté à la verticale et qui avait maintenant une bonne distance à parcourir vers le bas. Miss Franklin hurla. Maintenant, Stardust tombait plus rapidement, car elle accumulait de la vitesse comme une bombe, et tombait si vite qu'elle fendait l'air et le calcinait. Stardust descendait de sa position élevée. Elle devenait de plus en plus grosse et faisait de plus en plus de bruit. Et elle descendit jusqu'à s'écraser, la poussière se répandit partout. Les sabots et la peau se condensèrent, semblèrent s'enfoncer dans le sol, puis rebondir dans un geyser de roues, d'engrenages, de tubes, de rhéostats et autres condensateurs inutilisables. Les projections électroniques s'envolèrent, les tiges distendues et tout le bric-à-brac démantelé retombèrent, mélangés aux morceaux éparpillés de la peau du cheval. Puis vint le calme. Et la poussière retomba, doucement, tranquillement, dont une bonne quantité sur Miss Franklin, tremblante, dont les nerfs à vif semblaient presque aussi abîmés que feu le cheval automagique, que nul ne pleurait. C'est le repousseur de gravité. Je l'ai installé au dernier moment, dans un accès de pur génie. Il marche bien, pas vrai Angus? Il regarda innocemment Miss Franklin. C'est quoi? C'est quoi là? Qui s'est passé là? C'est quoi? C'est un repousseur de gravité. Il a été installé pour se livrer à des expérimentations scientifiques pour la sécurité des futurs cascadeurs. La soudure semble s'être cassée et je n'ai pas pu le ralentir. Et vous voyez, pour contribuer aux recherches du cinéma, on a installé un repousseur de gravité qui a soulevé Stardust hors de la remorque et l'a déposé ici où elle doit être. Je pense que vous pourrez constater que cette expérience coûte exactement la somme de 2520 $, ce qui comprend bien entendu le prix de ce repousseur de gravité. Rayonnant, il regarda tous les morceaux éparpillés, lesquels s'étendaient largement sur tous les massifs de fleurs. Miss Franklin déglutit, regarda Gadget avec un respect naissant, mais toutefois mêlé de perplexité. Et d'un pas fatigué, elle regagna son bureau. Petit gars, c'est un projet formidable dans lequel on est embarqué. Mais j'étais en train de penser que si on continue, il va falloir absolument aller sur la Lune. Et même vachement plus loin avant d'avoir fini. Patron, c'était pour sûr une solution d'enfer à ce problème. Gadget fouilla dans sa poche et en sortit les chèques que Neary lui avait donnés pour l'achat de Stardust. Il l'étendit à Tony.
Ça me fait encore plus mal qu'on peut l'imaginer, mais après tout, il faut être honnête. Amène ça à Monsieur Neri. Et dis-lui qu'on est désolé que son cheval se soit enfui. Dis-lui que c'est une mauvaise habitude qu'elle avait, de toute façon. Lui rendre 50 000 balles? Bon garçon, tu as apparemment oublié combien d'argent on a gagné quand on a fait les paris avec lui. Ma conscience ne me permet pas de garder ces chèques en échange d'un cheval qu'il n'a jamais possédé. Ta conscience. C'est ce qui nous coûte le plus cher. Il tira sur ses gants, prit les chèques et démarra. Et en pleine nuit, ils commencèrent à creuser 1 kilomètre de plus de tunnel jusqu'à une salle gamma, sous les collines de Hollywood. Et sous le nez même de la vigilante Miss Franklin, le jour suivant, une quantité suffisante de métal fut passée clandestinement pour la proue d'un vaisseau spatial. Gadget, Angus et Tony se rapprochaient donc de la Lune. J'espère que l'humanité appréciera tous les ennuis que nous avons traversés pour ça. Mais il y avait tellement de bruit autour de la forge ronflante qu'Angus et Tony ne l'entendirent même pas.